Je m'appelle Marine Lemaire et j'ai 37 ans. Si vous aviez observé ma vie sur papier il y a 3 mois, vous auriez dit quelque chose de rangé et d'inoffensif du genre « elle va bien ». Elle est stable. Elle a tout compris. Et honnêtement, vous n'auriez pas eu tort. J'avais une vie tranquille, un appartement confortable, une voiture fiable et des cotisations d'épargne retraite qui augmentaient régulièrement comme un métronome marquant le temps. Rien d'extravagant, rien de chaotique, juste de l'ordre, du calme et le bourdonnement familier des routines que je m'étais construites. Puis j'ai rencontré Lucas de Varennes. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un groupe de randonnée, le genre qui vous fait signer une décharge et promet des terrains difficiles avec des vues gratifiantes. La première fois qu'il s'est présenté, il a souri comme s'il avait été entraîné à le faire. Poli, confiant, charmant, d'une manière qui semblait pratiquée, mais tout de même chaleureuse. Il travaillait dans le conseil en stratégie, venait de la vieille noblesse de Robe, se comportait comme quelqu'un qui avait toujours su où se trouvaient les sorties les plus luxueuses. Nous avons commencé à sortir ensemble sans engagement. C'est devenu sérieux vers le 8e mois. Très vite, nous sommes devenus ce couple confortable que le groupe taquinait parce qu'il partageait toujours ses collations de sentier et finissait les phrases de l'autre. Après 2 ans, je pensais que nous construisions discrètement quelque chose de réel. Mais je savais aussi, dès le tout premier dîner avec sa famille, qu'il ne me voyait pas de la même façon que lui. La demeure des de Varennes était le genre d'endroit où chaque objet semblait porter une étiquette de prise invisible. Une richesse de clubs privés parisiens, des résidences secondaires au Cap Ferret, de l'art sur les murs qui donnait l'impression que de la peinture avait été jetée par quelqu'un facturant au coup de pinceau. La première fois que je suis entré dans leur hôtel particulier, la mère de Lucas a jeté un seul regard à mes chaussures de simple ballerine beige et a souri avec raideur. C'est pratique, avait-elle dit, de la même manière qu'on commenterait les prévisions météorologiques. Son père m'a posé des questions sur mon travail dans l'administration de grands projets d'infrastructure, puis a interrompu sa propre question pour demander un autre cru à un majordome qui passait. Sa sœur Sixtine, qui avait 29 ans et vivait d'une rente familiale, m'a un jour demandé si j'avais déjà envisagé de viser plus haut pour ma carrière, le genre de question qui ressemblait à de la curiosité jusqu'à ce que l'on remarque la lueur hautaine derrière elle. Lucas s'excusait toujours plus tard. Ils sont de la vieille école, disait-il. Ils finiront par t'apprécier. Donne-leur du temps. Sauf que le temps ne changeait rien. Chaque dîner de famille donnait l'impression de participer à l'audition de quelqu'un d'autre. Pas assez performante, pas assez impressionnante, pas assez tout court. Mais avec Lucas, c'était facile. Il se penchait vers moi à table, me serrait la main sous la nappe en lin, et ses yeux s'adoucissaient comme s'il me promettait silencieusement, ignore-les. Je suis là. Je l'ai cru. J'aurais dû m'en abstenir. Le moment où tout a basculé s'est produit un dimanche de fin août. Nous étions dans la propriété de ses parents en Île-de-France pour leur brunch mensuel, une chose que j'endurais depuis près de 2 ans. Lucas était à l'étage pour se changer parce que sa sœur avait remarqué que sa chemise jurait avec l'esthétique de la salle à manger. Je me suis égaré dans le salon et me suis assise sur l'immense canapé face à un tableau qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier de 350 000 €. La maison était trop calme, comme si elle était dressée pour avaler les sons. Puis j'ai entendu des voix au bout du couloir, venant du bureau. La porte était entr'ouverte d'à peine 2 centimètres. La mère de Lucas, elle est gentille, mais elle est tellement ordinaire. Son père, aucune prestance, aucune ambition. Sa mère à nouveau, Lucas peut faire mieux. Beaucoup mieux. Il y eut une pause, un léger tintement de cristal. Puis sa mère dit quelque chose qui me noua l'estomac. Tu te souviens de Camille, son ex? Elle avait du potentiel. Nous devrions l'inviter au gala de charité de l'Opéra le mois prochain. Laissons-les reprendre contact. Son père fredonna en signe d'accord. Elle était distinguée, élégante, issue d'une bonne famille. Un profil parfait. Un profil parfait. Les mots ont glissé sous ma peau comme des échardes. Je n'ai pas écouté la suite. Je me suis éloigné de la porte, j'ai forcé ma respiration à se stabiliser et je suis retourné dans le salon pour fixer à nouveau ce tableau ridicule. Il semblait différent maintenant, comme une blague abstraite dont je ne faisais pas partie. Quand Lucas est descendu 10 minutes plus tard, il a jeté un coup d'œil à mon visage. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. J'ai dit « oui ». Ma voix semblait venir de quelqu'un d'autre. Le brunch ne fut pour moi qu'un flou. Des commentaires sur la volatilité du CAC 40, une histoire de tournoi de golf à Chantilly,
d'autres petites piques enveloppées dans l'étiquette. J'ai à peine parlé. Lucas ne cessait de me regarder avec inquiétude, mais je ne pouvais pas décider si lui dire ce que j'avais entendu arrangerait les choses ou exposerait simplement le peu de contrôle qu'il avait sur sa propre lignée. Sur le chemin du retour, il a posé sa main sur la console centrale. Tu étais calme aujourd'hui. Juste fatigué. Il a accepté cette explication. Je ne sais pas si cela rendait les choses meilleures ou pires. Ce soir-là, nous étions dans son appartement du 7e arrondissement épuré, minimaliste, hors de prix, d'une manière qui ne cherchait pas à le cacher. Il était devant la cuisinière, préparant un repas nécessitant des ingrédients que je ne savais pas prononcer. Je l'ai regardé évoluer dans sa cuisine comme s'il appartenait à un monde scénarisé pour des gens comme lui. Même après 2 ans, je m'y sentais toujours comme une invitée. Marine, dit-il soudainement, sans lever les yeux de la poêle. Je dois te dire quelque chose. Mes doigts se sont serrés autour de mon verre. D'accord. Mes parents veulent que je sois à leur gala de charité le mois prochain. Très bien. Et ils invitent quelqu'un. Quelqu'un avec qui ils veulent que je reprenne contact. La pièce devint glaciale. Qui, demandai-je, bien que je le sache déjà. Il expira. Camille. Je posai mon verre lentement. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il finit par me regarder, hésitant. Je pense qu'ils sont ridicules, mais ils ne vont pas arrêter de forcer, et elle sera là. Et je veux juste. Je veux que tu comprennes. Comprendre quoi? Que tes parents la préfèrent? Qu'ils pensent que je suis trop quelconque? Elle était là. La vérité exprimée non pas par cruauté, mais par résignation. Une clarté s'installa en moi lourde, tranchante, vivante. Très bien, dis-je. Lucas fronça les sourcils. Quoi? C'est tout? Qu'est-ce que je suis censé dire d'autre? Il voulait une dispute des larmes, des supplications, quelque chose d'assez dramatique pour égaler l'inconfort du moment. Mais je ne ressentais rien, si ce n'est une soudaine vérité cristalline transperçant les 2 dernières années. Je ne vais pas me battre pour obtenir l'approbation de tes parents, lui dis-je calmement. Et je ne vais pas faire obstacle à leur rêve de la belle-fille idéale. Marine. Je suis fatigué, Lucas. Je suis fatigué de me rétrécir pour qu'ils se sentent plus grands. Son visage se crispa, partagé entre la culpabilité et la défensive. Nous parlerons plus tard, dis-je. J'ai besoin d'espace. Et ne m'a pas retenu quand je suis parti. Il ne le faisait jamais. Je suis rentré chez moi vitre baissée, le vent de la nuit froid sur mon visage, avec l'impression de sortir d'une maison qui m'étouffait lentement. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là marquait le début de la fin. Le problème avec la clarté, c'est qu'elle ne s'accompagne pas toujours de feux d'artifice. Parfois, elle reste juste là, calme et lourde, attendant que vous arrêtiez de prétendre que vous ne la voyez pas. La semaine suivant cette conversation dans la cuisine de Lucas, j'ai traversé ma vie comme si je regardais quelqu'un d'autre jouer mon rôle. Je suis allé travailler. J'ai répondu aux emails. J'ai assisté à des réunions sur les budgets et les infrastructures urbaines. J'ai souri quand il le fallait. J'ai hoché la tête au bon moment. Si quelqu'un a remarqué que mon rire n'atteignait pas mes yeux, il a eu la politesse de ne rien dire. Chaque nuit, cependant, quand mon appartement était enfin silencieux, les mêmes pensées tournaient en boucle dans ma tête. Ils pensent que tu es trop quelconque. Ses parents la préfèrent. Ils veulent qu'il reprenne contact. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit. C'était la façon dont il l'avait dit comme s'il s'agissait d'un bulletin météo, un simple fait neutre que je devais absorber. Il ne semblait même pas réaliser qu'il m'avait donné ma réponse. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Il ne m'en a pas envoyé non plus. Cela seulement disait plus que je ne voulais l'admettre. Mercredi, je suis rentré dans ma petite cuisine soignée et j'ai ouvert mon ordinateur portable au lieu d'allumer la télévision. J'ai fait une liste, parce que c'est ce que je fais quand le monde vacille. Ce que j'ai avec Lucas, confort, familiarité, attraction physique. Blagues partagées lors des randonnées et cafés brûlés. Je fis une pause, fixant le curseur. Ce que je n'ai pas avec Lucas, une défense publique. Le respect de sa famille. Une place à table qui ne soit pas conditionnelle. Le sentiment d'être assez, tel que je suis. Ma poitrine se serra tandis que je tapais cette dernière ligne. Je réalisais que pendant 2 ans, j'avais auditionné pour un rôle dont je n'avais jamais vraiment voulu.
Je ne voulais pas être un fantasme de la haute bourgeoisie. Je voulais être moi-même, ordinaire de la meilleure des manières, stable, réelle, suffisante. Mais dans son monde, être, assez, avait toujours été calibré par rapport à quelqu'un comme Camille. J'ai refermé l'ordinateur et je suis resté assise dans le noir pendant un long moment, écoutant le ronronnement de mon réfrigérateur et le son lointain de la ville. Ma vie semblait petite à ce moment-là, mais aussi honnête. Pas de lustre de cristal, pas de gala mondain, pas d'attente auquel je n'avais pas consenti. Juste moi, dans un intérieur que je finançais, vivant une vie que j'avais construite. Le samedi soir, je savais ce que je devais faire. Je l'ai appelé le dimanche après-midi. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Marine. Juste mon nom. Pas de blague, pas de chaleur, juste de l'attention. Est-ce qu'on peut parler, demandai-je. Oui, s'il te plaît, viens. Sa voix semblait soulagée, même pleine d'espoir. Je savais à cet instant qu'il pensait que ce serait la conversation où nous arrangerions les choses, où je lui dirais que j'avais pris du temps et que j'avais décidé de rester. Il ne réalisait pas ce qu'il m'avait déjà enseigné. Le hall de son immeuble haussmannien sentait la cire et le jasmin. Le trajet en ascenseur était trop fluide, ce genre de luxe qui vous donne l'impression de ne pas vraiment bouger. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Ses cheveux étaient légèrement en bataille, ses yeux cernés, il portait un t-shirt et un jean au lieu de l'habituelle chemise de tailleur. Il s'est écarté pour me laisser entrer. « Je suis content que tu sois là, dit-il. » J'ai regardé autour de moi son appartement, les matériaux nobles, l'art contemporain, les grandes fenêtres surplombant la Seine et une partie de Paris qui prétendait que les problèmes arrivaient ailleurs. J'avais un jour pensé que cette vue était synonyme de réussite. Maintenant, elle ne ressemblait qu'à de la distance. Nous devons parler, dis-je. Il hocha la tête en déglutissant. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à sa table de salle à manger. La dernière fois que nous étions ici, il avait préparé un repas élaboré. Aujourd'hui, il n'y avait rien d'autre que 2 verres d'eau d'Évian et le silence entre nous. Il tenta de le rompre le premier. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, lâcha-t-il. À propos de ce que ma mère a dit. J'essayais juste d'être honnête. Tu l'as été, acquiesçai-je, ce qui le surprit. C'est ça qui me fait peur. Il tressaillit. Lucas, pendant 2 ans, tes parents ont été très clairs sur ce qu'ils pensaient de moi, dis-je calmement. Je les ai entendus parler de moi comme si j'étais une erreur de parcours. J'ai vu ton père changer de sujet quand je parlais de mon métier. J'ai entendu ta sœur me demander si j'avais envisagé de faire quelque chose de plus prestigieux de ma vie, comme si ce que je fais n'avait aucune importance. Il ouvrit la bouche. Ils sont juste de la vieille école. Je finis sa phrase, point et ancré dans leurs privilèges. Tu as utilisé tous ces mots, mais ce qu'ils sont réellement, c'est irrespectueux. Et tu les as laissés faire. Sa mâchoire se crispa. Je t'ai défendu, dit-il. Je leur ai dit qu'ils se trompaient sur toi, en privé, après coup. Ma voix ne monta pas, mais je le vis tressaillir malgré tout. Tu t'excuses auprès de moi plus tard, mais tu ne les arrêtes jamais sur le moment. Tu ne leur dis jamais d'arrêter quand nous sommes à table. Tu ne dis jamais ça suffit quand ils parlent de moi comme d'une curiosité sociale. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. J'ai fixé mes mains pendant une seconde. Quand j'ai relevé les yeux, il me regardait, les yeux brillants de quelque chose entre la colère et la détresse. La nuit où nous avons parlé, continuai-je, tu m'as dit que tes parents préféraient Camille, qu'ils me trouvaient trop quelconque. Et tu l'as dit comme si c'était juste un autre fait à accepter, comme la météo. J'étais honnête, répéta-t-il, le désespoir pointant dans sa voix. Tu aurais préféré que je mente. J'aurais préféré que tu te soucies davantage de l'impact de ces mots plutôt que de ta sacro-sainte honnêteté, dis-je. J'aurais préféré que tu dises, mes parents ont tort. Je t'aime, et je ne laisserai personne te rabaisser. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Je t'aime, dit-il enfin. Cela doit bien compter pour quelque chose. Ça compte, dis-je. Ça compte beaucoup. Mais cela n'efface pas le fait que tu les as laissés me traiter comme si je n'étais pas à la hauteur pendant 2 ans. Tu déformes tout. Non, dis-je doucement. Je suis enfin en train de tout remettre à sa place. Le silence s'étira entre nous. Ce n'est pas forcément la fin, dit-il en se penchant en avant. Je peux leur parler.
Je peux leur faire entendre raison. Je dirai à ma mère d'arrêter. Je dirai à mon père de te respecter. Je fixerai des limites. Je n'avais pas réalisé à quel point cela te blessait. Je croyais qu'il était sincère à cet instant. Je croyais aussi que cela ne durerait pas. Tu as eu 2 ans, dis-je. 2 ans à me regarder subir des dîners où j'étais la cible la plus facile. 2 ans à me voir m'effacer un peu plus chaque fois que ta famille me faisait me sentir insignifiante. Et tu ne veux changer que maintenant, parce que je dis que c'est fini. Ce n'est pas vrai. Alors réponds à ceci, dis-je. Pourquoi n'as-tu pas pris ma défense la première fois que ta sœur s'est moquée de mon travail? Ou la 10e? Pourquoi n'as-tu pas dit à ton père d'arrêter de changer de sujet quand je répondais à ses questions? Pourquoi n'as-tu pas dit à ta mère que m'appeler ordinaire n'était pas tolérable? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux brillaient. Je ne voulais pas créer de scandale, dit-il d'une voix basse. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent être quand on s'oppose à eux. Alors tu m'as sacrifié pour ton confort, dis-je. Tu as gardé la paix avec eux en les laissant me manquer de respect. Tu as choisi le chemin de la moindre résistance, et c'est moi qui ai dû vivre avec les stigmates. Ce n'est pas ce que je. Je ne t'accuse pas d'être un monstre, Lucas, dis-je. Je dis que tu n'es pas assez courageux pour être mon partenaire. Pas de la manière dont j'en ai besoin. Il prit une inspiration comme si je l'avais giflé. C'est dur. C'est la réalité. Ces mots faisaient écho à mes pensées de ces derniers jours. Les entendre à voix haute donnait l'impression de clore un chapitre. J'ai fini, dis-je tranquillement. Il redressa brusquement la tête. Quoi? J'en ai fini avec tout ça, répétai-je. Avec nous, avec le fait d'essayer de m'intégrer dans un monde où je suis toujours l'invité de seconde zone, avec le fait d'aimer quelqu'un qui me laisse m'asseoir à une table où je ne suis pas désiré. Il se leva soudainement, faisant les 100 pas, tu vas juste partir après tout ce temps? À cause de ce que mes parents ont dit? Je pars, dis-je en me levant aussi, à cause de ce que tu n'as pas dit. À cause de chaque silence complice. Il secoua la tête, les yeux humides. On peut arranger ça. Je vais leur parler. Je leur dirai qu'ils se trompent. Je les obligerai à s'excuser. Je vais. Tu ne peux pas effacer 2 ans avec un seul discours, dis-je doucement. Même si tu parviens à leur arracher des excuses, ce sera parce qu'ils ont peur de te perdre, pas parce qu'ils me respectent vraiment. Tu n'en sais rien. Si, je le sais, dis-je. Parce que s'ils avaient le moindre respect pour moi, ils ne se seraient pas sentis autorisés à dire ces choses dès le départ. Et si tu avais pour moi le respect dont j'ai besoin, tu n'aurais pas eu besoin que je te quitte pour réagir. Ses épaules s'affaissèrent comme s'il portait tout le poids de son héritage et que je venais de lui dire qu'il n'avait plus le droit de le faire peser sur moi. S'il te plaît, murmura-t-il. Ne fais pas ça. Je t'aime. J'aimais celui que je pensais que tu étais, dis-je. L'homme qui prendrait ma défense, qui serait mon allié. Mais cet homme. Soit il n'existe pas, soit il n'est pas assez fort. Alors c'est tout? Demanda-t-il, la voix brisée. Tu pars, tout simplement? Oui, dis-je. C'est ça. Il me fixa, cherchant sur mon visage un signe que je bluffais, que j'allais céder. Je ne lui ai pas donné cela. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer de prouver ma valeur à des gens qui ont déjà décidé que je n'en avais aucune, dis-je. Et je ne serai pas avec quelqu'un qui pense que l'amour excuse le manque de courage. Je ramassai mon sac. Mes clés pesaient lourd dans ma main. Il tendit la main comme pour me retenir, puis la laissa retomber. Adieu, Lucas, dis-je. Marine, supplia-t-il. S'il te plaît. Je marchai vers la porte, l'ouvris et sortis dans le couloir de marbre. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Mais sous la peur, il y avait autre chose, du soulagement. Le temps que les portes de l'ascenseur se ferment, j'avais déjà sorti mon téléphone. J'ai bloqué son numéro quelque part entre son étage et le hall. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré des larmes amères qui brouillaient la route et m'ont forcé à m'arrêter une fois. Ce n'était pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que je faisais le deuil de l'avenir que j'avais imaginé. La première semaine fut difficile. J'ai cherché mon téléphone une douzaine de fois par jour. J'ai rédigé des messages que je n'ai jamais envoyés. Je suis passé devant sa marque de café préférée et j'ai senti mon cœur se serrer.
J'ai préparé le dîner et fait trop de nourriture par habitude, servant automatiquement une deuxième portion avant de la ranger dans un récipient. Mais dès la deuxième semaine, j'ai remarqué autre chose. Mes épaules me semblaient plus légères. Je me réveillais le matin sans ressentir cette oppression liée aux attentes de quelqu'un d'autre. Je partais en randonnée sans vérifier si cela lui convenait. J'ai regardé un film qu'il n'aurait jamais voulu voir et j'ai réalisé qu'il me rendait heureuse. Pour la première fois depuis 2 ans, ma vie m'appartenait à nouveau. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. À la 3e semaine, le silence entre Lucas et moi s'était installé dans quelque chose d'instable mais presque confortable, comme l'air après un orage. Je ne consultais pas ses réseaux sociaux. Je ne demandais pas à nos amis communs comment il allait. Je ne traquais pas les photos du gala de l'opéra auquel ses parents avaient tant voulu qu'il assiste. Ce qui s'y était passé n'était plus mon affaire. Je croyais que ce chapitre était clos. Puis un numéro inconnu m'appela. Normalement, je ne réponds pas, mais la curiosité l'emporta. Allô ? Un battement de silence. Puis, Marine. Je reconnus la voix immédiatement fluide, étroitement contrôlée, avec ce tranchant de distinction qu'elle maniait comme une arme. La mère de Lucas. Chaque cellule de mon corps me disait de raccrocher. Au lieu de cela, j'expirai lentement et dis, « Qu'est-ce que vous voulez ? Nous devons parler. » Non, nous n'avons rien à nous dire. S'il vous plaît, dit-elle, et il y avait une fêlure dans sa voix que je n'avais jamais entendue. Juste 5 minutes. J'aurais dû mettre fin à l'appel. Je ne l'ai pas fait. D'accord, dis-je. 5 minutes. Une autre pause. Il s'est passé quelque chose, dit-elle. Au gala. Je fixai le comptoir de ma cuisine. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? C'est à propos de Camille. Sa voix se crispa. Et de Lucas. Je ne répondis pas. Elle continua. Il reprenait contact ou c'est ce que nous pensions. Elle déglutit de manière audible. Mais plus tard dans la soirée, elle l'a trouvé dans l'un des salons privés. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire qu'ils avaient renoué de façon scandaleuse. Mais c'est lui qui est tombé sur elle, corrigea-t-elle, avec quelqu'un d'autre. Très publiquement, flirtant de manière très agressive avec le fils d'un grand patron, un ami de mon mari. Je clignai des yeux. Il l'a confrontée, continua la mère de Lucas, et Camille a ri. Elle lui a dit qu'il était naïf de penser qu'elle s'intéressait à lui. Elle a dit que Lucas ne s'était approché d'elle que parce que nous l'avions poussé à le faire, qu'elle n'était là que pour son réseau professionnel. Je ne dis pas un mot. Elle l'a humiliée, chuchota-t-elle. Devant tout le Gotha parisien. Quelque chose se serra dans ma poitrine. Pas de la sympathie, pas de la satisfaction, quelque chose entre les deux. Il est dévasté, ajouta-t-elle doucement. Il ne sort plus de chez lui. Je me frottai la tempe. Je suis désolé que cela lui soit arrivé, dis-je, et je le pensais. Mais je ne vois pas pourquoi vous me racontez cela. Parce que nous avions tort, dit-elle instantanément. À son sujet, et au vôtre. Je lâchai un rire sans joie. Il a fallu que Camille humilie votre fils en public pour que vous vous en rendiez compte ? Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Elle semblait au bord des larmes. Nous vous avons repoussé, dit-elle. Et nous n'aurions pas dû. Vous étiez bien pour lui. Stable, intègre, tout ce que nous disions que vous n'étiez pas, mon côté ordinaire semble soudainement très précieux, n'est-ce pas ? Je ne voulais pas dire, c'est exactement ce que vous vouliez dire, l'interrompis-je. Vous m'avez traité d'ordinaire. Vous avez remis en question ma valeur. Vous m'avez traité comme une erreur de casting jusqu'à ce que votre premier choix vous rie au nez. Et maintenant, soudainement, je suis digne d'intérêt. Je vous demande pardon. Non, vous cherchez une solution de secours. Silence. Un long silence. Puis, doucement, veux-tu lui parler ? S'il te plaît, parle-lui. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi, dis-je. Il a besoin de se construire seul. Elle insista. Nous avons fait des erreurs. Vous avez suivi vos préjugés, ma voix resta calme. Et vous ne le regrettez que parce que vous avez été blessé. Pas parce que je compte. Une autre pause. Vous ne reviendrez pas, murmura-t-elle. Non. Allez-vous au moins y réfléchir ? Non, répétai-je. Rien n'a changé.
Vous désapprouvez au fond de vous, il subit votre influence, et c'est moi qui paie le prix. C'est fini. Je vous le promets, tout sera différent. Vos promesses, dis-je, n'ont plus aucune valeur pour moi. Elle laissa échapper un sanglot. S'il vous plaît, il vous aime. Il aime l'idée d'un refuge maintenant que son monde s'est écroulé, dis-je. Ce n'est pas de l'amour. C'est du confort. Avant qu'elle ne puisse répondre, je raccrochai. Elle rappela, je bloquai. Puis les SMS commencèrent d'un autre numéro. Nous avons eu tort. Nous sommes désolés. Nous allons tout arranger. Par lui, il souffre trop. Je bloquai également ce numéro. 2 jours plus tard, je rentrai chez moi et je vis la voiture de Lucas garée de travers devant mon immeuble. Il était assis sur le trottoir, l'air pitoyable. Je restai dans ma voiture. Je baissai la vitre. Tu dois partir, dis-je. Il se leva, les yeux rougis. S'il te plaît. Juste un mot. Il n'y a plus rien à dire. Je suis désolé, lâcha-t-il. J'ai eu tort. Ils ont eu tort. Et pourtant, dis-je, rien n'efface ces 2 années. Il s'approcha. Elle m'a humilié, dit-il, la voix brisée. Devant tout le monde. Mes parents, mes amis, mes collègues. Je me sens tellement idiot. Je suis sincèrement désolé pour toi, dis-je doucement. Personne ne mérite cela. Mais cela ne change rien à notre rupture. Il secoua la tête. Ça le doit. J'ai besoin de toi. Tu avais besoin que je sois toléré par tes parents, dis-je. Maintenant, tu as besoin de moi parce que Camille t'a brisé. Ce n'est pas choisir quelqu'un, ça. Il insista. Je me fiche de ce qu'ils pensent maintenant. Je te défendrai. Je leur tiendrai tête. Tu t'en soucieras encore, dis-je. C'est ton éducation, ton monde. On ne change pas cela en 3 semaines. Et je refuse d'être ton instrument de vengeance ou ta bouée de sauvetage. Son visage se décomposa. S'il te plaît. Je t'aime. Et je t'aimais, dis-je. Mais l'amour sans respect est une voie sans issue. Il voulut ouvrir ma portière. Je la verrouillai. Rentre chez toi, Lucas, dis-je. Apprends à vivre sans leur approbation. Mais ne compte plus sur moi. Je mis la marche arrière et partis sans me retourner. Il essaya d'appeler, d'envoyer des emails, de passer par des amis communs. Je coupai court à tout. Je savais que les de Varennes ne comprenaient pas le mot « non ». Pour eux, tout était sujet à négociation. Ils redoublèrent d'efforts. Une enveloppe épaisse, couleur crème, frappée d'un blason, me fut remise par coursier. 12 pages d'excuses de sa mère, jurant qu'elle m'avait mal jugé. Je la jetai directement au recyclage. Ce n'était pas de la sincérité, c'était de la gestion de crise. 2 jours plus tard, le père de Lucas m'attendait dans le hall de mon bureau, imposant dans son costume sur mesure. « Marine, dit-il. Nous devons discuter. » Non. Je veux réparer nos torts. Je vous offre un poste de direction dans ma société. Un salaire de 120 000 € par an, une voiture de fonction, des perspectives d'évolution rapide. Je le regardais avec mépris. Vous essayez de m'acheter, dis-je. J'essaie d'être pragmatique. Vous n'êtes pas pragmatique, vous êtes insultant. Vous avez passé 2 ans à me mépriser, et maintenant vous voulez m'intégrer comme un actif financier pour stabiliser votre fils. Il se crispa. Vous faites une erreur. Non, dis-je. Je corrige la mienne. Je demandai à la sécurité de l'escorter. La 3e tentative vint de Sixtine sur LinkedIn. Soyons adultes. Lucas souffre. Tu lui dois une explication. Ne gâche pas tout par orgueil. Je la bloquai sur le champ. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la dignité. Pendant 5 semaines, ce fut un harcèlement poli mais constant. Des promesses, des fleurs, des offres d'argent. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir blessé, ils étaient désolés d'avoir perdu le contrôle sur la situation. Puis vint le mercredi final. Je sortais de ma séance de sport, l'esprit enfin apaisé, quand je vis sa voiture sur le parking. Lucas. Il m'attendait, les bras croisés. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Alors installe-toi pour la nuit.
Je l'ignorai et montai dans ma voiture. Il s'approcha de la vitre. J'ai coupé les ponts avec eux, dit-il. Je ne leur parle plus. C'est ton affaire, pas la mienne. Je l'ai fait pour toi. Ne fais rien pour moi, dis-je. Nous n'existons plus. Il était au bord des larmes. Pourquoi on ne peut pas recommencer? Je t'aime. Parce que tu ne m'aimes pas plus que tu n'as peur d'eux, dis-je. Je refuse d'être ta rébellion. Je continuai. Tu es là parce que Camille t'a jeté. Si elle t'avait voulu, tu serais avec elle et tes parents fêteraient ça. Tu le sais. Son silence confirma mes dires. Tu n'es pas là par amour, dis-je. Tu es là parce que je suis la seule option qui ne te fait pas mal. Et ce n'est pas de l'amour. Il voulut insister, mais je partis. Je le vis dans mon rétroviseur, une silhouette de plus en plus petite, jusqu'à disparaître. Je me sentais enfin libre. 2 mois passèrent. 2 mois de paix réelle. Plus de drame, plus de brunch forcé, plus de mépris poli. J'avais retrouvé mon rythme. Le samedi, je me réveillais heureuse. Je prenais mon café comme je l'aimais. Mon appartement était mon refuge. J'avais repris la randonnée, la vraie, avec un petit groupe de passionnés qui se moquaient bien de mon pédigré. Sur un sommet des Alpes, face au lever du soleil, j'ai compris que ma vie était enfin à moi. J'ai commencé à sortir davantage avec mes collègues. Un soir, j'ai accepté l'invitation d'Amandine, une chef de projet brillante et drôle. Nous sommes allés dans un petit bistrot du 11e arrondissement, loin du luxe compassé des de Varennes. L'air sentait le pain frais et le vin de pays. C'était humain, chaleureux. Tu as l'air plus légère, me dit Amandine en souriant. C'est le cas, répondis-je. Nous avons discuté de tout, sans filtre, sans audition permanente. Elle ne m'a jamais jugé. Tu es quelqu'un de simple, au fond, dit-elle. Et c'est ce qui fait ta force. Ce mot, simple, qui avait été une insulte dans la bouche des de Varennes, était devenu un compliment. C'était une libération. J'étais assez, tel que j'étais. Quelques jours plus tard, une autre collègue me demanda si je regrettais Lucas. Pas une seconde, dis-je. Même avec tout ce qui s'est passé avec son ex. Ce n'était pas ma victoire, dis-je. C'était leur leçon. Ça ne me concerne plus. Elle insista. Tu l'aimais, pourtant. J'aimais l'idée de lui, corrigeai-je. J'ai réalisé que l'amour sans respect n'est que de la souffrance bien emballée. J'ai fini mon café avec un sentiment de paix profonde. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur. J'avais quitté leur table pour construire la mienne. Ordinaire, simple, stable, réel, tout ce qu'ils avaient méprisé était devenu ma plus grande fierté. J'avais fait le bon choix, et je le referais chaque jour s'il le fallait.